Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler d'une des formes juridiques les plus populaires qui est la SAS. Donc concrètement, lorsqu'on est entrepreneur ou lorsqu'on est en devenir, la SAS, on en entend systématiquement parler. En bien pour certains, en mal pour d'autres. Et donc j'ai choisi aujourd'hui de faire une vidéo qui sera dédiée à ce sujet que j'ai décidé d'appeler la SAS, la pire forme juridique. Concrètement, je vais vous présenter les qualités et les défauts de la SAS au sein de cette vidéo et vous allez voir qu'il y en a pas mal. Tout d'abord, on va commencer par casser un mythe dont tous les entrepreneurs me parlent systématiquement dès que je fais un call, qui est que la SAS, c'est la structure parfaite pour payer le moins d'impôts possible, et notamment en se versant un dividende et pas de salaire. Eh bien, les amis, c'est totalement faux. Je vous ai fait ici une petite situation. Donc, on va partir d'une SAS avec un bénéfice annuel de 100 000 euros. Bien évidemment, bénéfice avant impôt. Donc, dans un premier temps, si vous souhaitez vous distribuer un dividende, il conviendra de payer l'impôt sur les sociétés. Donc, le bénéfice après impôt sur les sociétés de 15% et de 25% sera de 79 250 euros. Donc déjà, il y a 20 750 euros qui vont dans la poche de l'État avec l'impôt sur les sociétés. Ensuite, une fois qu'on a payé cet impôt sur les sociétés, on va avoir le bénéfice distribuable. Ici, notre bénéfice distribuable, il est de 79 250 euros et il sera une nouvelle fois soumis au PFU, donc à la flat tax de 30%, pour pouvoir vous verser un dividende. Ce qui fait que sur ces 79 250 euros, vous n'allez effectivement percevoir dans votre poche que 55 475 euros. Ce qui fait qu'au final, donc sur ces 100 000 euros de base, ces 100 000 euros de bénéfices, vous n'allez en récupérer que 55% et 44,50% iront dans la poche de l'État. Et également, ce que je n'ai pas précisé ici, c'est qu'il y a la taxe PUMA qui pourrait éventuellement rentrer en jeu si vous ne vous êtes pas versé de revenus du travail et que vous avez eu exclusivement des revenus du capital. Et deuxième point très important, avec le projet de loi de finances 2026, c'est que le PFU pourrait potentiellement passer à 36%, voire à 45% avec une majoration potentielle de 9% pour la première année. Ce qui fait qu'au final, l'État prendrait une plus grosse part de votre bénéfice que celle que vous allez percevoir in fine. Ce qui fait que la partie potentielle qui reviendrait à l'État serait au-delà des 50%. Actuellement, il y a uniquement 44,50%, mais pour combien de temps? Telle est la question. Au vu de la fiscalité actuelle, on peut malheureusement pas faire de pronostic, mais ce qui est sûr, c'est que c'est pas dans les projets que ce PFU baisse. Par contre, il y a de grandes chances qu'il augmente. 33, 36 ou 45%, on ne le sait pas pour l'instant, mais la situation devrait se clarifier dans les prochains mois et le projet de loi finance 2026 devrait être acté pour, j'imagine, fin novembre ou début décembre au plus tard, pour entrer en œuvre à partir de janvier 2026. Donc maintenant, si on rentre dans le détail des caractéristiques d'une SAS. Premièrement, ce qui est important de comprendre au niveau du capital social, c'est qu'il n'y a pas de capital minimum. Donc vous allez pouvoir créer votre société avec seulement un capital social de 1 euro. Après, bien évidemment, c'est rare. Généralement, pour une société classique, on va avoir un capital social entre 500 à 1000 euros et en fonction des projets, le capital devra être plus ou moins élevé. Au niveau donc du capital, ce dernier pourrait être libéré en 2 temps, ce qui veut dire que, par exemple, si vous voulez avoir un capital élevé de 20 ou 30 000 euros, vous pourrez faire un versement de 15 000 euros à la création et ensuite vous aurez 5 ans pour faire un deuxième versement de 15 000 euros et venir donc compléter le capital pour qu'il soit constitué à 100%. Au niveau du nombre d'associés, si on s'en fie à la définition légale d'une société, il faudrait qu'il y ait à minima 2 associés. Toutefois, la SAS nous permet d'exercer de manière unipersonnelle, donc dans ce cas-là, on parlerait plutôt d'une SASU. Au niveau de l'objet social, ce dernier est libre. Concernant la direction, vous avez l'obligation de nommer un président de SAS, président qui peut être soit une personne physique, soit une personne morale, ce qui est d'ailleurs un atout majeur de pouvoir nommer une personne morale comme présidente. Si vous ne comprenez pas pourquoi, je vous renvoie à ma vidéo précédente sur les holdings pour vous expliquer un petit peu le principe et tout l'intérêt de mettre votre holding comme présidente de votre société fille, potentiellement sous forme de SAS, ce qui ne serait bien évidemment pas possible avec une SARL. Et vous aurez également la possibilité, donc si vous êtes plusieurs associés ou si vous voulez même nommer une personne tierce, de nommer un comité ou un conseil d'administration, des directeurs généraux en plus. Au niveau de la responsabilité des associés, cette dernière est limitée à l'apport en capital social, ce qui fait que dans la pratique, vous n'avez techniquement aucun risque sur votre patrimoine personnel.
sauf en cas de faute de gestion ou en cas de caution personnelle signée. Ce qui veut dire que pour faire simple, tant que vous n'allez pas à l'encontre de l'objet social de la société ou tant que vous n'allez pas à l'encontre, bien évidemment, des lois, techniquement, vous ne pouvez pas perdre plus que ce que vous avez investi au départ dans votre société. Et le principal intérêt, à mon sens, au niveau de la forme juridique, donc des caractéristiques, ça va être la liberté, la flexibilité, puisque de nombreuses clauses pourront être insérées dans les statuts ou bien annexées dans des pactes d'actionnaires. Donc, je vous ai mis ici une petite liste non exhaustive. Donc, parmi les clauses les plus fréquentes qu'on va retrouver, on va avoir la clause d'inaliénabilité. Concrètement, cette clause, elle permet de contraindre les associés à rester une certaine durée au sein de la société. Par exemple, tous les associés ne pourront pas céder leur part pendant une durée sur 8 ans ou sur 5 ans. Donc, ce qui fait que tous les associés sont contraints de rester dans la société et techniquement de s'y impliquer. Une clause d'agrément. Donc la clause d'agrément, pour faire simple, c'est si vous souhaitez vendre vos parts demain à une personne tierce, vous devrez au préalable obtenir l'agrément des autres actionnaires. Une clause de préemption qui consiste à proposer préalablement vos actions avant de les céder à une personne tierce. Donc de les proposer préalablement aux actionnaires de la société avant de les proposer à une personne tierce si personne ne décide de lever l'option. Une clause de non-concurrence, bon, ça c'est transparent, hein, vous vous doutez facilement de ce que c'est. Et enfin, une clause de montée progressive en capital. Cette clause, elle peut être très utile si vous souhaitez par exemple faire entrer un nouvel actionnaire dans votre société. Si par exemple vous ne savez pas si ce dernier va être réellement impliqué, s'il va tenir ses promesses, et bien dans ce cas-là, vous pouvez dire, bon bah ok, je cède techniquement 20% des parts de la société, mais dans la réalité, je ne vais pas libérer ces 20% à l'instant T. Je pourrais par exemple donner 10% à l'entrée de l'actionnaire au capital et ensuite prévoir des clauses, notamment de réalisation d'objectifs ou de réalisation de résultats, qui conditionneront la libération des 10% restants. Ce qui vous permet à vous de vous protéger lorsque vous allez faire rentrer un nouvel associé. D'ailleurs, si le sujet vous intéresse au niveau des clauses, n'hésitez pas à me le notifier et je préparerai une vidéo dédiée à ça. Désormais, si on s'intéresse à la fiscalité. Bon, de principe, une SAS, elle sera soumise à l'impôt sur les sociétés. Cet impôt sur les sociétés, de principe, vous l'aurez compris, il est de 15% jusqu'à 42 500 euros de bénéfices et de 25% au-delà. Toutefois, vous aurez la possibilité de pouvoir bénéficier de l'impôt sur le revenu, si c'est plus avantageux pour vous, pour une durée maximale de 5 ans, si vous respectez les conditions suivantes. Donc hop, exercer une activité principale, donc une activité à titre principal commercial, artisanal, agricole ou libéral, avoir moins de 50 salariés, réaliser un chiffre d'affaires annuel ou avoir un bilan total inférieur à 10 millions d'euros, être créé depuis moins de 5 ans au moment de la demande, ne pas être coté en bourse, et les droits de vote doivent être détenus à hauteur de 50% au moins par une personne physique et à hauteur de 34% au moins par les dirigeants. Bon, dans les faits, vous pouvez souvent remplir les conditions et donc bénéficier de cette cette SAS à l'impôt sur le revenu. Toutefois, il convient de faire grandement attention à cette SAS à l'impôt sur le revenu parce qu'aujourd'hui, aux yeux de l'administration et d'un point de vue fiscal, c'est tout simplement une zone grise dont certains profitent depuis pas mal d'années, mais dans les faits, on voit qu'il y a de plus en plus de contrôles fiscaux qui tournent autour de ça parce que pour faire simple, ça vous permet de ne pas payer de cotisations sociales, mais également techniquement de ne pas payer de prélèvements sociaux. Donc au final, sur le bénéfice que vous allez réaliser en fin d'année, vous allez uniquement payer de l'impôt sur le revenu. Sauf que vous vous en doutez, quand c'est trop beau, en France, c'est malheureusement pas très souvent légal et ça ouvre la porte à des contrôles fiscaux qui se finissent rarement bien. D'ailleurs, si le sujet de la SAS à l'impôt sur le revenu vous intéresse, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Au moins, je ferai une vidéo dédiée à ce sujet et je vous présenterai les différentes possibilités pour être totalement dans les clous si vous souhaitez faire une SAS qui sera soumise à l'impôt sur le revenu. Et d'ailleurs, pour les personnes qui sont entrepreneurs ou qui sont en train de créer leur entreprise et qui se posent des questions et qui souhaitent optimiser leur fiscalité, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en bio pour réserver un appel d'audit gratuit. C'est un appel de 20 minutes qui n'engage à rien pour faire le point sur votre situation actuelle et potentiellement réfléchir à des pistes d'optimisation. Désormais, on va aborder la partie qui vous intéresse le plus, qui est le statut du dirigeant et bien évidemment sa rémunération. Donc, le dirigeant d'une SAS est le président. Donc, le président, contrairement à une SARL, qui pourra être soit une personne physique ou bien une personne morale. Et donc, ce président, il sera considéré comme assimilé salarié. Et ce statut d'assimilé salarié, ça a pas mal d'inconvénients, quelques avantages au niveau de la protection sociale, mais pas mal de contraintes.
Donc, au niveau des types de rémunération possibles pour un président de SAS, on va avoir le salaire et les dividendes. On va commencer par le salaire. Généralement, quand on vous vend la SAS comme la forme juridique parfaite, on vous parle rarement de la possibilité de vous verser un salaire. Et il y a bien une raison à ça, c'est que le taux de cotisation pour pouvoir vous verser un salaire en tant que président de SAS, il est entre 70 à 80% de votre rémunération brute. Donc vous voulez vous verser 1000 euros, votre société va devoir débourser 1800 euros, donc quasiment le double. Au niveau de la protection sociale, donc vous allez bénéficier de la même protection sociale qu'un salarié classique, à l'exception bien évidemment de l'assurance chômage. Mais par contre, si vous décidez de ne pas vous verser de salaire, dans ce cas-là, pas de bras, pas de chocolat, pas de salaire, pas de protection sociale. L'émission d'un bulletin de paie sera obligatoire, contrairement à une SARL. D'ailleurs, j'ai prévu de vous faire une vidéo sur la SARL pour que vous ayez au moins un point de comparaison. Et l'avantage majeur de ce salaire, donc lorsque vous allez créer une SAS et vous rémunérer avec un salaire, c'est que ça va être une charge déductible du résultat de l'entreprise. Et donc, vous l'aurez compris, au vu du poids des cotisations sociales, ça représente une belle charge à déduire en fin d'année, ce qui limitera votre bénéfice imposable. Mais dans les faits, ce sera toujours 70 à 80% que vous n'allez pas percevoir dans votre poche et que vous allez redistribuer à l'URSSAF. Par contre, désormais, si on s'intéresse aux inconvénients majeurs, eh bien l'inconvénient majeur, c'est premièrement le taux de cotisation qui est de 70 à 80%, donc ça représente quasiment le double de la rémunération que vous allez vous verser. Et également, si vous décidez de ne pas vous verser de salaire, mais uniquement des dividendes, parce que c'est souvent ce que vont vous vendre les fervents défendeurs de la SAS, dans ce cas-là, vous allez très vite faire face à la taxe Puma, avec un taux de 6,5%. Donc, pour faire face à la taxe Puma, 3 conditions doivent être réunies. Vous et votre conjoint avez un revenu d'activité professionnelle en tant que salarié, assimilé salarié TNS micro, exercé en France inférieur à 20% du plafond annuel de la sécurité sociale. Donc, ça représente un pass qui est de 9 273,60 euros, net imposable pour 2024. Deuxième condition, vous et votre conjoint partenaire de PAX n'avez pas de revenus de remplacement. Et troisième condition, vous avez des revenus du patrimoine et du capital, donc concrètement des dividendes, supérieurs à 23 184 euros en 2024, soit 50% du plafond annuel de la sécurité sociale. Donc pour faire simple, si vous n'avez aucun salaire, que vous versez uniquement des dividendes, et donc des dividendes pour un montant supérieur à ces 23 184 euros, vous allez faire face à la taxe Puma de 6,5%. Je vous ai fait un petit exemple ici chiffré pour vous donner une idée. Donc Monsieur X a 25 ans et vit seul dans son foyer fiscal, une part. Il décide de se verser un salaire de 100 000 euros brut annuel. Donc rémunération brute 100 000 euros. On va payer les cotisations patronales pour 39 799 euros. Les cotisations salariales pour 20 683 euros. Ce qui nous fait un net imposable de 79 317. Parce que d'ailleurs, pour trouver le net imposable, il faut faire rémunération brute moins cotisation salariale. On pourra bénéficier de l'abattement pour frais professionnels. Je vous laisse faire pause si ça vous intéresse, mais dans les faits, vous pouvez en bénéficier en tant qu'assimilé salarié. Ce qui nous fait donc un net imposable in fine de 71 385 euros. Et ces 71 385 euros, ils seront intégrés aux autres revenus de votre foyer fiscal et soumis à l'impôt sur le revenu en suivant le barème progressif. Donc, hop, tranche 1, tranche 2, tranche 3, vous avez le détail juste ici si ça vous intéresse. Et in fine, ça vous fait un impôt sur le revenu à payer de 14 701,32 euros, soit un salaire net après impôt dans votre poche de 64 615,68 euros pour un coût employeur de 139 799 euros. Donc, on voit que là, concrètement, ça coûte plus du double de se verser un salaire. Donc, clairement, la SAS, c'est pas forcément le plus avantageux pour vous verser un salaire, vous l'aurez compris, sauf si vous pouvez bénéficier de l'ACRE, mais ça, c'est un autre sujet. La deuxième possibilité au niveau de la rémunération, ça va être le fait de vous verser un dividende. Et c'est sûrement ce qui vous intéresse si vous êtes sur cette vidéo. Donc au niveau des conditions pour pouvoir vous verser un dividende, ça c'est important de le préciser parce que parfois des entrepreneurs ne sont même pas au courant qu'il faut avoir un bénéfice dans la société pour pouvoir vous verser un dividende. Et je tiens à faire une petite précision ici. Un bénéfice, c'est différent du fait d'avoir de la trésorerie sur votre compte bancaire. Pour faire simple, vous pouvez avoir 100 000 euros de trésor sur votre compte bancaire, mais pour autant un résultat déficitaire ou nul.
Donc la condition, c'est d'avoir un bénéfice distribuable ou des réserves, que le capital ait été libéré intégralement, avoir établi les comptes annuels, respecter la dotation de 10% à la réserve légale, et enfin faire approuver les dividendes versés en assemblée générale ordinaire annuelle. L'avantage majeur, c'est que ces dividendes vont permettre de réduire le montant des charges sociales, puisqu'on l'a vu, elles sont quand même assez élevées avec un taux de cotisation entre 70 à 80%. Donc ici, ce n'est pas soumis à cotisation sociale, mais ce sera soumis aux prélèvements sociaux de 17,2. Donc les dividendes permettent de réduire le montant des charges sociales. Toutefois, attention, dans le cadre d'une SAS à l'impôt sur le revenu, les dividendes ne sont pas possibles. Mais je vous ferai une vidéo à ce sujet, au moins pour clarifier la situation. Et l'inconvénient majeur de ces dividendes, on en a déjà un petit peu parlé, c'est le fait que si vous versez uniquement des dividendes et que vous n'avez pas de revenus du travail, dans ce cas-là, vous allez faire face à la taxe PUMA. De plus, ces dividendes, ils ne pourront être versés qu'une seule fois par an, sauf si vous faites une situation avec votre comptable, mais ça a également un coût et donc il faut en tenir compte. Et dernier inconvénient, si vous souhaitez faire par exemple de l'investissement, investir dans l'immobilier, ce sera très compliqué de réaliser un investissement si vous vous versez uniquement des dividendes. Parce que pour faire simple, les dividendes sont considérés comme des RCM, des revenus de capitaux mobiliers, et ces derniers peuvent être difficilement valorisables par les banques en cas d'emprunt, du fait de leur récurrence. Donc concrètement, il n'y a pas de récurrence puisque ça intervient seulement une seule fois par an, et de leur incertitude, parce que ces dividendes-là sont conditionnés au fait que vous allez avoir un bénéfice dans votre société. Et ça, c'est assez incertain, et les banques sont relativement frileuses, sauf si vous avez une société qui a de l'ancienneté bancaire, qui existe depuis 3, 4, 5 ans, et dans ce cas-là, c'est un petit peu plus simple. Mais pour les premières années, si vous versez uniquement des dividendes, ce sera très compliqué d'obtenir un financement avec une banque. Et petit rappel une dernière fois ici, pas de bénéfice, pas de dividende, pas de bras, pas de chocolat, c'est la même logique que pour la protection sociale et le salaire. Je vous ai fait un petit exemple ici, bon ça garde la même logique que le premier exemple, donc pour casser le mythe que je vous avais fait au début de cette vidéo. Monsieur X a 25 ans, vit seul dans son foyer fiscal, une part, et décide de se verser ses 130 000 euros de bénéfices bruts. Vous l'aurez compris, avant de pouvoir se verser ces 130 000 euros, il va falloir payer l'impôt sur les sociétés. Ici, il ne reste donc plus que 101 750 euros, si on suit la logique du PFU, de la flat tax de 30%. Et ensuite, donc après PFU, il va nous rester dans notre poche 71 225 euros, avec un bénéfice initial, donc un bénéfice brut qui était de 130 000 euros. Donc on récupère un tout petit peu plus que 50%, mais on voit clairement que ça ne fait pas rêver. Et d'ailleurs, vous avez deux options au niveau du dividende. Soit vous allez opter, donc vous n'allez pas opter, vous allez être soumis de principe au PFU, donc à la flat tax, qui est de 30%, avec 12,8% d'impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux. Soit sinon, vous allez pouvoir opter pour le barème progressif si c'est plus avantageux pour vous, notamment si vous avez un dividende relativement modeste. Et dans ce cas-là, votre dividende sera soumis selon le barème progressif et également aux prélèvements sociaux de 17,2%. Et ici, dans la situation de notre ami, c'était un petit peu plus avantageux puisque ça lui faisait récupérer à la fin 72 648 euros au lieu des 71 225 euros avec le PFU. Donc voilà pour cette petite vidéo où on a abordé le sujet des SAS. Clairement, la SAS, pour moi, ça peut être avantageux. Tout dépend de votre stratégie. Mais vous l'aurez compris, si vous souhaitez vous rémunérer, les dividendes, c'est loin d'être une solution parfaite. Et le salaire, ok, c'est intéressant parce que ça vous octroie une protection sociale. D'un point de vue profil bancaire, c'est l'idéal. Mais malheureusement, ça a un coût qui reste assez élevé, entre 70 à 80%. Cette vidéo, par contre, je veux grandement la lier à la vidéo précédente sur les holdings, puisque vous allez comprendre que par contre, si vous avez une vision un petit peu plus long terme et une vision entre guillemets de groupe, créer une société opérationnelle sous forme de SAS et venir superposer par-dessus une holding sous forme de URL, par contre, ça peut être très avantageux pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous souhaitez que je fasse une vidéo sur la SAS à l'IR, mettez-le en commentaire aussi. Et on se retrouve certainement la semaine prochaine pour une petite vidéo sur la SARL. Merci à vous.